Le 20 juillet 1969, dans un contexte militaire et politique extrêmement instable, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune, en représentant les États-Unis, et ouvre la porte à des milliers d'expériences scientifiques et d'avancées technologiques qui permettront prochainement à l'être humain de tenter des voyages spatiaux vers la planète Mars. Pour bien résumer où on en est dans l'exploration spatiale en 2020, je vais cibler 5 projets qui nous permettent de comprendre un peu tout ce qui se passe autour de nous dans le monde de la découverte de l'espace. Donc premièrement, la Station spatiale internationale qui orbite la Terre depuis maintenant 20 ans et qui est habitée en permanence, qui nous permet d'étudier les effets de l'espace sur le corps humain et aussi de faire des expériences scientifiques dans le vacuum que représente l'espace. Ensuite, le projet de la NASA Gateway, qui veut envoyer une nouvelle station pour orbiter la Lune, ce qui nous permettrait de garder des humains dans l'espace pendant beaucoup plus longtemps, mais avec une faible gravité, puisqu'on le sait, la Lune connaît 1/6 de la gravité sur Terre, ce qui nous permettrait d'étudier plein de trucs sur le corps humain et, encore une fois, faire des expériences. Ensuite, le projet OSIRIS-REx, qui a été mené par l'Agence spatiale canadienne en lien avec la NASA, qui s'est déroulé sur l'astéroïde Bennu au début du mois d'octobre 2020. Pour continuer, la fusée de SpaceX, la Falcon 9, qui permet de récupérer un lanceur de satellite après qu'il soit sorti d'orbite ou qu'il ait envoyé un colis en dehors de l'orbite de la Terre. Et finalement, le plus gros, aller sur Mars. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi les problèmes avec un voyage vers Mars sur le corps humain comme nos limites technologiques? Mais aussi, quelles solutions ont été trouvées depuis le début du projet pour essayer d'envoyer des humains sur la planète rouge? Alors, la Station spatiale internationale. À quoi ça sert? Eh bien, depuis les 20 ans où elle orbite la Terre, elle nous a permis de faire beaucoup de recherches sur les trous noirs grâce aux instruments NICER et MAXI qui sont installés sur les côtés de la station. De plus, le 10 août 2015, une grande première a eu lieu dans la station. On a mangé la première laitue romaine qui a poussé en apesanteur. Et ça, c'est une grande première, car grâce à cette expérience, on va pouvoir faire manger nos astronautes lors d'un voyage vers la planète rouge. De plus, la collecte de données sur plus de 100 milliards de particules qui nous permettent de comprendre l'origine de la Terre, mais aussi le monde qui nous entoure aujourd'hui. Ensuite, on a réussi à imprimer des outils en 3D grâce à une imprimante tridimensionnelle, ce qui nous permettrait d'amener beaucoup moins de cargaison vers Mars, car avec une grosse imprimante, on pourrait faire fondre les outils qu'on a, ensuite en imprimer d'autres et les refaire fondre, ce qui nous crée un cercle infini. Suite à cela, comprendre la perte de moelle épinière et le vieillissement des parois artérielles, ce qui est un grand problème pour les astronautes qui vont dans la station, mais lorsqu'ils reviennent sur Terre, puisqu'ils ne sont pas restés longtemps en apesanteur, ça se régénère et il n'y a aucune conséquence long terme. Par contre, pour un voyage vers Mars, on ne sait pas si même les astronautes vont peut-être mourir avant de se rendre sur la planète rouge. Dernièrement, on a réussi à recycler 93% de l'eau qu'on amène dans l'espace, ce qui pourrait être très utile sur Terre si on amène ce projet dans des sections défavorisées du globe, où est-ce qu'on pourrait réutiliser l'eau. Par contre, c'est très dispendieux, donc il va falloir trouver des moyens de rendre cela beaucoup moins cher. Le prochain projet duquel je vais parler est différent des autres parce qu'il est déjà terminé. C'était sur l'astéroïde Bennu que se déroulait la mission du vaisseau OSIRIS-REx de la NASA en collaboration avec l'Agence spatiale canadienne. Mais Bennu, qu'est-ce que c'est? C'est un astéroïde qui a été formé il y a environ 4,5 milliards d'années et on croit qu'il s'est détaché de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter dans les 10 premiers millions d'années du système solaire. L'astéroïde en tant que tel est environ aussi grand que l'Empire State Building, soit 440 mètres de haut, mais 20 à 40% de son intérieur est vide. Donc il n'est pas si lourd comparé à sa taille. Pourquoi est-ce qu'on veut aller sur Bennu? Eh bien, si Bennu contient de l'eau, nos astronautes en mission pourraient s'y arrêter pour remplir leur réservoir de carburant et ensuite repartir en accélérant encore plus vite grâce à leurs nouvelles ressources. Qu'est-ce qui a amené notre attention vers Bennu? Eh bien, l'astéroïde a une chance sur 2700 de rentrer en collision avec la planète Terre entre les années 2175 et 2199. Et donc, vu qu'il passe aussi proche de la Terre, une équipe à la NASA s'est occupée de faire attention à cet astéroïde. Alors, pourquoi la mission sur Bennu m'intéresse? En tant que Canadien, je suis très fier de dire que l'Agence spatiale canadienne a joué un grand rôle dans cette mission. Premièrement, en fournissant le vaisseau OSIRIS-REx, surtout son instrument HOLA, qui permet de créer une carte tridimensionnelle d'un astéroïde comme Bennu, en orbitant autour, en tirant un laser et en remarquant comment le laser nous revient.
Cet instrument a une fréquence de 10 000 Hz, c'est-à-dire qu'il envoie 10 000 lasers par seconde. Puisqu'il orbite très rapidement, c'est ce qui lui permet de faire un point à tous les 5 cm sur l'astéroïde et donc d'avoir une carte très précise pour déterminer l'endroit où il va atterrir sur l'astéroïde pour recueillir un échantillon, ce qui est le but ultime de la mission. Le prochain aspect de l'exploration spatiale duquel je vais parler, ce sont les fusées qui ont été développées par l'agence américaine SpaceX, qui travaille maintenant en collaboration avec la NASA, de façon à combiner leurs ressources et se rendre encore plus loin dans la découverte de l'espace. Alors la première fusée, c'est la Falcon 9, et elle a fait beaucoup parler d'elle lorsqu'elle a réussi à revenir atterrir sur un drone au milieu de l'océan après avoir envoyé un colis en orbite autour de la Terre. Ça, c'est utile parce que, premièrement, ça nous permet d'économiser beaucoup d'argent lorsqu'on peut réutiliser certaines parties du lanceur. Donc, le premier étage de la fusée, ce qui est revenu atterrir, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les 9 moteurs Merlin qui permettent de donner la puissance à la fusée et donc d'envoyer le colis en orbite. Et c'est la partie qui a les jambes et les roquettes qui le permettent d'atterrir sur le drone au milieu de l'océan Pacifique. Ensuite, on a le deuxième étage de la fusée, qui lui reste accroché un peu plus longtemps et qui n'est pas capable de revenir atterrir ensuite. Cette partie comporte d'un moteur Merlin qui peut être éteint puis rallumé, puis éteint, puis rallumé, ce qui nous permet d'envoyer des colis en différentes orbites autour de la Terre, comme par exemple envoyer des ressources à la Station spatiale internationale, puis ensuite envoyer un satellite en orbite autour de la Terre dans une différente orbite. C'est très pratique parce qu'il peut être allumé pendant un total de 397 secondes, ce qui nous laisse le temps de faire beaucoup de manœuvres aussi haut dans l'espace. Alors, la Falcon 9 est très utile aussi parce qu'en haut de la roquette en tant que telle, on peut monter soit le Dragon, qui est la capsule qui permet d'envoyer des astronautes dans l'espace, ainsi qu'un petit cargo dans la soute de la capsule, ou on peut y monter le Fairing, qui lui est strictement pour envoyer des satellites ou des marchandises, que ce soit à la Station spatiale internationale ou dans un différent orbite autour de la Terre. Donc on choisit lequel on veut mettre, et ces deux-là sont envoyés en espace par la même fusée, ce qui rend les choses beaucoup plus simples. Mais alors, la Falcon 9 n'est pas si puissante. Comment faire pour se rendre à des destinations aussi loin que la planète Mars avec une aussi grande vitesse dont on a besoin? Eh bien, en combinant 3 fusées Falcon 9, on obtient la Falcon Heavy, pour un total de 27 moteurs Merlin, ce qui nous donne environ la puissance de 18 Boeing 747. Grâce à toute cette puissance, la Falcon Heavy est capable d'amener en orbite 64 tonnes de matériel, ce qui nous permet d'envoyer des astronautes vers la planète Mars avec un immense colis, et ils vont atteindre une certaine vitesse qui ne va pas les garder trop longtemps dans l'espace, on l'espère. Mais la Falcon Heavy, c'était avant l'arrivée du Starship. Le Starship, c'est le nom qu'on donne communément à l'ensemble du vaisseau Starship, qui est donc l'habitacle dans lequel les astronautes qui vont vers Mars vont être installés, et de la Super Heavy Rocket, qui est installée en dessous du Starship et qui est la fusée la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Elle comporte d'un moteur qui s'appelle le Raptor, et il utilise du méthane liquide et du méthane liquide refroidi et de l'oxygène liquide comme carburant, et il peut emmener jusqu'à 100 tonnes de marchandises en orbite autour de la Terre, ce qui est extrêmement beaucoup. Par contre, si on va jusqu'à la planète Mars, évidemment, il va falloir réduire notre charge pour atteindre une vitesse plus grande. Par contre, c'est une grande première dans le monde de l'exploration spatiale, car c'est la fusée la plus puissante depuis la Falcon Heavy, donc ça fait 2 fois de suite que SpaceX sort une nouvelle fusée qui explose la compétition. Enfin, explose, on espère que non. Le prochain projet duquel je vais parler s'appelle le Gateway Project, qui est fait par la NASA en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, et qui veut retourner orbiter la Lune, parce que selon plusieurs scientifiques, on en est à un stade avec notre satellite principal, où on peut faire des expériences et tirer le plein potentiel de cet astre, comme on a atteint avec l'Antarctique il y a une dizaine d'années. Alors le Gateway Project, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble beaucoup à la Station spatiale internationale. On veut envoyer une station pour orbiter la Lune, ce qui nous permettrait de faire des descentes régulières pour envoyer des astronautes marcher sur la Lune, et on pourrait contrôler des rovers, donc des bolides sur la Lune ou des robots, qui nous permettraient de construire des stations directement sur le satellite de la Terre, pour ensuite conduire des expériences avec 1/6 de la gravité, comme je l'ai dit plus tôt. Alors pourquoi est-ce que c'est crucial de retourner sur la Lune avant d'aller sur Mars? Eh bien, selon beaucoup d'astronautes, il faut apprendre à vivre en espace loin de la Terre, car la Station spatiale internationale n'est qu'à 400 km d'ici.
Pourtant, la Lune est à 400 000, donc c'est déjà un bon petit avant-goût de ce que va être la vie dans un voyage vers Mars. Et il faut donc comprendre les problèmes qu'on rencontre avec des voyages longs dans l'espace et les effets sur le corps humain et sur les machines qu'on y amène. La prochaine mission dans l'espace de laquelle je vais vous faire part, c'est celle d'aller sur Mars de SpaceX. Alors, il y a 3 ans, Elon Musk avait dit qu'il voulait se rendre sur Mars d'ici 7 ans, ce qui nous amènerait en 2024. Par contre, depuis, on n'a pas eu de date exacte pour un atterrissage humain sur la planète Mars. Mais alors, quel est le plan? Parce que lui, il est bien établi. Avec la fusée Starship dont j'ai parlé plus tôt, on voudrait décoller, se placer en orbite autour de la Terre à 24 000 km/h, ensuite faire décoller un vaisseau qui est rempli seulement d'essence, le faire orbiter à la même vitesse que Starship, pour ensuite transférer le carburant d'un vaisseau à l'autre, pour que Starship puisse accélérer encore plus pour se rendre vers la planète rouge. Ce qui nous aiderait aussi, ce serait d'utiliser la force gravitationnelle de la Terre pour se lancer, littéralement, encore plus vite et plus loin dans la découverte de l'espace. Une fois rendu sur la planète rouge, on recueillera des gaz et des ressources naturelles sur la planète en tant que telle pour remplir notre vaisseau et ensuite revenir sur Terre. On aura besoin de moins de ressources pour revenir puisque le décollage sur Mars aura besoin de moins de puissance parce que comme je l'ai dit plus tôt, Mars connaît un tiers de la gravité terrestre. Donc, il faut pousser beaucoup moins fort pour se rendre à la même vitesse que sur Terre. Est-ce que ce plan va fonctionner? Qui sait? Il y a beaucoup de trucs qu'on ne sait pas encore comment résoudre. Par exemple, les radiations dans l'espace qui vont probablement causer beaucoup de problèmes à notre vaisseau, comme les rayons cosmiques et les rayons UV qui viennent du Soleil, qui pourraient endommager les cellules de nos astronautes, qui pourraient développer des cancers et donc avoir des effets à long terme lorsqu'ils reviennent sur Terre ou même ne jamais revenir. Pour conclure, le monde de l'exploration spatiale est un domaine très actif en 2020. Avec la NASA, SpaceX, l'Agence spatiale canadienne et l'Agence spatiale européenne, qui développent des nouvelles technologies dans le but commun de se rendre encore plus loin dans la découverte de l'espace, de découvrir le monde qui nous entoure et de comprendre comment survivre dans l'espace loin de la Terre pour permettre à l'humanité de se rendre sur Mars. Pour conclure la vidéo, j'aimerais terminer sur une citation de Elon Musk, le PDG de l'association SpaceX. You want to wake up in the morning and think the future is going to be great. And that's what being a spacefaring civilization is all about. It's about believing in the future and thinking that the future will be better than the past. And I can't think of anything more exciting than going out there and being amongst the stars. Alors voilà qui termine ma vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de la regarder et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans la section en bas. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Peut-être que j'ai fait des erreurs, je m'en excuse. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le bouton j'aime en dessous, ça me ferait un grand plaisir. Et voilà qui est tout pour moi. À la prochaine.